Alors aujourd'hui, on reçoit Mathis qui va nous montrer son magnifique petit sweatshirt à la capuche là. Voilà, qu'on appelle Mathis le bidouilleur, bon, qui a son public, venu voir s'il passe l'épreuve du feu. Et qui va nous parler de quoi alors? Donc je vais vous parler des sous-groupes bornés de GLM, de GLN2C en particulier. Donc je vais prendre GLN2C muni d'une norme subordonnée. Donc le théorème que je vais montrer, c'est si je prends G un sous-groupe de GLN2C, tel que G est inclus dans la boule ouverte centrée sur l'identité reliant racine de 3, alors on aura que G c'est le groupe trivial. Et en fait, je montrerai même que racine de 3 c'est la meilleure borne, c'est la borne optimale. D'accord, donc on peut peut-être écrire que la norme c'est bien une norme subordonnée. Bon, t'as mis les 3 traits, c'est la notation classique, mais c'est vrai que c'est bien de le mettre. Ok. Ok. Donc, pour faire cela, ce que je vais vous montrer un premier lemme, enfin un lemme. Donc, encore une fois, si je prends un sous-groupe de GLN2C qui est borné, alors et que je prends un élément là-dedans, alors je vais avoir deux choses. Je vais avoir le spectre de M, il est inclus dans le cercle unité complexe. Et deuxième point, je vais avoir que M est diagonalisable, donc dans C. Donc je vais commencer par montrer le lemme, preuve du lemme. Et pour ça, je vais montrer un point 0, on pourrait dire. C'est que si je prends VPG, donc l'ensemble des valeurs propres de G, donc on pourrait possible, donc l'ensemble de l'union des spectres, ce que je vais montrer, c'est que c'est borné par la même borne que G, donc je vais dire G, je vais dire borné par K positif. Je vais avoir que VP est aussi borné par K. Donc, je prends, encore une fois, M dans G, je prends une valeur propre du coup de M, et je vais prendre un vecteur propre associé à lambda, ma valeur propre à lambda. Et qu'est-ce que je vais avoir? Donc, je vais avoir que d'un côté, quand je fais M fois X en norme, je vais avoir d'un côté, c'est module de lambda fois norme de X, et de l'autre côté, je vais utiliser la définition de la norme subordonnée pour dire que c'est inférieur à la norme de M fois la norme de X. Et donc, X étant un vecteur propre, il est non nul, j'obtiens, en divisant par norme de X, lambda inférieur à la norme de M, qui est du coup inférieur à notre constante K. Donc, voilà. On va avoir maintenant, donc le premier point, encore une fois, je prends M là-dedans. Je vais avoir, G est un groupe, donc je reprends M dans G. G est un groupe, donc ça veut dire que tous les MP, pour P dans Z, sont inclus dans G. Donc, donc la suite elle est bornée, et en particulier je vais avoir que la suite des lambda P pour P dans Z, qui est bien définie, M est dans GLN2C, donc lambda est non nul. Cette suite elle est aussi bornée, mais ça, la seule manière que c'est possible, quand on fait tendre P vers plus l'infini, ça veut dire que lambda est plus petit que 1, et vers moins l'infini, ça veut dire que lambda est plus grand que 1, donc conclusion, en module, lambda vaut 1. Donc, c'est-à-dire, il est dans U. Et le deuxième point, pour montrer que M est diagonalisable, je vais utiliser la décomposition de Dunford multiplicative. Dunford multiplicatif, je vais écrire M comme s'écrivant D fois U. Donc, donc ça c'est possible, on travaille dans MN2C, dans GLN2C, donc M
le polynôme caractéristique est scindé et on n'a pas 0 comme valeur propre. Donc, comme d'habitude, D, donc ça va être diagonalisable. Je vais l'écrire P delta P-1. Je vais avoir U qui va être unipotente. Donc ça veut dire qu'il va s'écrire IN plus une nilpotente. Et où je vais écrire donc N nilpotente d'indice R supérieur ou égal à 1. Et évidemment, DU égale UD, ils sont les D et U commutent. Donc ce que je vais pouvoir écrire, je vais encore faire soit K donc 1. Je vais avoir que comme D et U commutent, je vais avoir M puissance K, ça va s'écrire D puissance K fois U puissance K. Or, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir que M est borné, hein, parce qu'on vient de faire. Donc, MK est borné. La suite est bornée. Et on va aussi avoir que D est borné. Pourquoi? Parce que tout simplement le spectre de M, qui est le spectre de D, ils sont inclus dans le cercle unité. Donc je vais avoir le D puissance K, je veux dire, est borné. Donc en particulier, la suite UK est aussi bornée parce qu'elle s'écrit UK va s'écrire MK fois D-1 fois D-K. Hein, je vais écrire borné UK égale MK D-K. Et maintenant, quand j'écris U comme l'unipotente, donc j'écris or U puissance K, ça va être I plus N puissance K. Et donc je peux développer par binôme de Newton, vu que I commute avec toutes les matrices. Donc je vais avoir I plus N plus Pn plus non, comment ça s'appelle, Kn plus, et ben on va continuer, c'est 2 parmi K N carré plus etc. Or, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Là, je vais utiliser que UK est borné. Donc ça va impliquer que chaque terme est borné. Et ça, comment je vais l'écrire? Je vais dire que la famille I, N, N carré, etc. jusqu'à N puissance l'indice moins 1. Ça, c'est une famille libre. Pourquoi? Parce que le polynôme minimal de N, par définition, c'est X puissance R. Donc ça va être une combinaison des N puissance K pour de degrés plus petits que R. Et que je vais compléter complète en une base. Et à cette base, je vais associer on y associe une norme infinie. Une norme infinie. Donc, comme d'habitude, ça va être quand j'écris une matrice dans cette base, je vais prendre le max des modules des coordonnées. Et en particulier, UK est bornée tout court, donc elle est aussi bornée sur la norme infinie. Donc ce que j'obtiens, c'est que tous les coefficients sont bornés. UK est borné. Donc tous les coefficients sont bornés, en particulier le deuxième par exemple. Kn aussi. Et le seul moyen que Kn soit borné, c'est que n soit nul, et donc c'est-à-dire donc n égale 0, ça veut dire m égale juste d, qui est diagonalisable. Enfin, on va pouvoir maintenant passer à la preuve du théorème. Le théorème, donc, je reprends un sous-groupe de GLN qui va être inclus dans la boule de rayon identité racine de 3. Donc, encore une fois, je vais prendre M dans mon groupe, lambda dans le spectre de M. Et ce que je vais dire, je vais faire par l'absurde. Si lambda est différent de 1. Je vais montrer, moi ce que je veux montrer, c'est que lambda égale 1. Et vu que M va être diagonalisable, si le de spectre 1, ce sera l'identité et j'aurai conclu.
lambda, donc qu'est-ce que j'ai d'un côté, donc si je fais un petit dessin, donc si je regarde sur le cercle, donc je vais avoir plusieurs cas pour lambda, mais première chose que je vais avoir, c'est que lambda moins 1, ça va être une valeur propre de m moins l'identité. Donc, parce qu'on a fait tout au début, hein, pour dire on majore lambda par la norme, je vais obtenir que lambda moins 1, ça va être inclus, comme m est dans la boule, ça va être plus petit que racine de 3. Dans l'autre cas, ce que je vais d'abord faire, c'est je vais concentrer que sur le demi-cercle de partie imaginaire positive. Donc ce que je veux dire, je vais supposer, je peux dire qu'on peut supposer lambda de partie imaginaire positive. Hein, ça c'est possible parce que le spectre de M, il est dans U. Donc quitte à considérer M-1, sa valeur propre ça va être 1 sur lambda mais qui va être lambda bar. Je vais pouvoir dire, je peux juste traiter ce cas et obtenir l'autre après. Donc, il y a deux cas pour lambda. Soit, si je regarde les points importants, donc on a 1, on va avoir j qui va être là, et j carré. On va avoir deux cas importants. Soit lambda, il est ici. Ce que je vais faire, c'est vu que je l'ai supposé positif, je vais écrire lambda, il va s'écrire EI θ, avec θ, du coup, entre 0 et pi. Donc je vais traiter d'abord le cas où lambda est de partie réelle plus petite que moins 1,5. Donc c'est-à-dire θ il est plus grand que 2pi sur 3. Mais ça, quand on fait le calcul, on obtient lambda moins, quand je regarde lambda moins 1, alors je vais regarder au carré, je vais dire que ça va faire donc partie réelle lambda moins 1 au carré plus partie imaginaire au carré de lambda. Donc ça va faire, quand je développe ça va faire partie réelle de lambda au carré plus partie imaginaire, ça va faire 1, plus un autre 1 en développant lui. Donc j'ai 2 moins le double coefficient de partie réelle de lambda. Et partie réelle de lambda, c'est plus petit que moins 1,5. Donc ça, c'est plus grand que 3. Et là, on a une contradiction, parce que je viens de montrer que juste avant, c'était strictement plus petit que 3. Et le dernier cas, donc, cas, où je suis? Voilà, où θ est entre 0 et 2pi sur 3. Là, ce que je vais prendre, c'est, je vais dire, il existe un P. Je vais trouver un P, donc, quand je suis là-dedans, je vais trouver un P tel que une puissance de P va arriver là-dedans. Va arriver dans ma demi-partie de cercle où on vient de dire justement c'est qui ne me convient pas. Donc il existe P dans N tel que 2pi sur 3 fois Pθ plus petit que 4pi sur 3, hein. Ça, le P qui va convenir, ça va être partie entière de 2pi sur 3θ. Hein, quand on développe Pθ, ça va être inférieur à 2pi sur 3 plus θ, et θ est plus petit que 2pi sur 3. Et encore une fois, ça nous amène à la conclusion que lambda puissance P moins 1 va être supérieur à 3, à racine de 3. Et pareil, ça obtient la même condition, hein, parce que si j'ai lambda moins 1 puissance, qui est plus petit que racine de 3, pareil pour lambda P. Donc j'ai une contradiction. Donc, ainsi, spectre de M, c'est égal à 1. Il est non vide nécessairement, vu qu'on travaille dans C. Donc M, c'est, si je l'écris, P, il va s'écrire P delta P moins 1, mais delta ça va être l'identité, donc ça va être l'identité
Et pour dire que racine de 3 c'est la meilleure borne, j'écris juste que si je prends A plus grand strictement que racine de 3, je vais prendre le groupe optimal qu'on vient de faire, qu'on a créé, qu'on voit sur le dessin, c'est le groupe du triangle équilatéral. Donc je prends en dimension n, il va juste s'écrire identité, j identité et j carré identité. Ça va bien être un groupe qui va être inclus dans la boule fermée de rayon identité et racine de 3, donc dans n'importe quelle boule ouverte de rayon A, grande racine de 3. Super. Voilà. Ok, alors une petite séance de questions là. D'abord, quand tu dis norme subordonnée, c'est une norme subordonnée à quoi? Donc, je vais mettre là. Ce que j'ai fait, c'est je munis C puissance n d'une norme. Oui, et je d'accord. vais obtenir que ma norme elle va être subordonnée à la norme que j'ai choisie sur Cn. On peut définir ce que c'est qu'une norme subordonnée, peut-être rapidement? Oui, bien sûr. Donc, elle doit vérifier. Donc, pour toute matrice, on a plusieurs définitions, mais celle que je préfère, c'est sur le cercle unité. Donc, La sphère? La sphère unité, pardon. L'ensemble des x sur la sphère 0, 1, des normes de mx sur norme de x. Sur rien du tout, parce que norme de x, c'est 1. Voilà, c'est... Voilà. Ok, oui. Et pourquoi ce sub, c'est un max en fait? Parce que une norme, c'est continu. Très bien. Et on est sur la sphère unité est compacte. Et compact, très bien, en dimension finie. En dimension finie. Donc, on a un lien entre les valeurs propres ici et, Voilà, et la norme subordonnée. C'est l'idée principale que on peut mesurer. C'est cette inégalité qui fait Ouais. toute la preuve en fait. D'accord. Et si on prenait une norme maintenant qui est pas subordonnée, qui est juste une norme d'algèbre, Voilà. Je peux effacer quelque part ouais, tu peux effacer le lemme, le lemme. ouais, Ouais. ici le lemme. Donc si je prends n, une norme d'algèbre, donc c'est-à-dire sous-multiplicative, en fait, je vais avoir j'ai la même idée parce que je vais pouvoir montrer de même que quand je prends une valeur propre d'une matrice, donc lambda dans spectre de M, je vais aussi pouvoir à la fin majorer lambda par sa norme. Et ce que je vais faire, donc je vais prendre toujours x, un vecteur propre associé à lambda, un vecteur propre donc de M bien sûr, et je vais construire par exemple la matrice B, ça va être x 0 et écrit en colonne et que des zéros. Et quand je fais MB, bah ça va, ça va faire MX fois 0, 0. Donc ça va faire lambda fois x0, 0, donc ça va faire lambda B, et donc qui va me permettre d'aboutir à la même preuve. Et comme la norme de B est non nulle, pareil, voilà, exactement, x est un n de B, vecteur propre, n de B est non nul, et donc ça va faire exactement pareil. Donc très souvent, c'est vrai, ouais, donc bien vu, on a souvent les mêmes propriétés, surtout les relations entre le spectre et une borne, que l'on prenne une norme subordonnée ou une norme d'algèbre. Ça c'est, et avec cette astuce de prendre cette matrice où finalement on peut remplacer mx par m fois b en prenant b égale x avec que des zéros. C'est assez sympa. Par exemple, après on peut le remplir de vecteurs propres pour la même valeur propre. Oui, voilà. Ça revient au même. Le tout c'est que ce soit non nul. Voilà. Très bien. Alors, ça veut dire finalement le théorème, ça veut dire qu'on peut pas trouver un groupe aussi petit qu'on veut, non trivial aussi petit qu'on veut, quoi. C'est ça. Ouais. Et si on prend plus une norme subordonnée, mais une norme tout court sur Mn de C. Bah, a priori, on pourra trouver, si je prends une norme tout court, vu qu'on est en dimension finie, donc une norme quelconque Oui. sur Mn, elle va être équivalente à la norme qu'on a choisie nous. Donc, elle va s'écrire, donc je vais avoir C fois ma norme subordonnée inférieure à ma norme
inférieur à K norme subordonnée. Ouais. Et donc, ce ne sera pas la même constante. Si tu prends pour la norme K fois la norme subordonnée, la constante, elle va être transformée en K fois racine de 3. Voilà, donc voilà. Mais, donc on voit, par exemple, si je prends, donc toi tu étais parti de la norme avec 2, donc de ta norme, je sais pas où on la trouve, mais oui, dans MX, là ici, avec 2 barres, d'accord? Oui. Et tu vas remplacer ta norme à 2 barres par grand K fois ta norme à 2 barres, où grand K est strictement positif. Comment va se transformer ta norme subordonnée? A priori, elle va pas bouger. Elle va pas bouger. Voilà. C'est vraiment le principe, l'avantage de la... C'est l'avantage. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, et ça c'est intéressant, c'est que, c'est que la norme subordonnée, elle s'auto-normalise, en quelque sorte. Oui. Elle peut pas délirer. Elle peut pas être aussi grande, aussi délirante qu'on veut. C'est vrai qu'on a une borne racine de 3 pour n'importe quelle norme subordonnée. Voilà, c'est ça. D'accord? Donc c'est ça qui est intéressant, c'est cette auto-normalisation de la norme subordonnée et qui fait qu'on a des vraies constantes. Et c'est pour ça qu'elle est proche des valeurs propres. Sinon, il y aurait aucun rapport avec les valeurs propres. Si ça pouvait être n'importe quoi, c'est quand même assez intéressant, je trouve, cette vision du truc. T'as dit assez rapidement que D puissance K était borné. Ouais. Pourquoi c'est vrai? Pourquoi c'est vrai? Donc, comme je l'ai dit, je vais écrire là. Donc, le spectre de D, c'est le spectre de M. Donc, c'est inclus dans le cercle unité de C. Donc, ce que je vais faire, c'est, comme on est dans un espace de dimension finie, Mn de C, quand je vais regarder norme de D puissance K, norme triple dans mon cas, je vais dire que c'est équivalent à les normes vont être équivalentes à la norme 1 par exemple, donc la norme ou juste la somme des lignes, des modules des lignes, dk puissance 1, sauf que la norme vu que dk puissance k, non il faut que je rajoute, donc d c'est p delta p moins 1. Donc je vais dire que c'est une constante plus petite que donc, la norme de P. Si je veux l'écrire, non, je l'écris dans l'autre sens. Si je veux l'écrire, profitez que la norme subordonnée soit sous-multiplicative. Oui. Ce sera mieux. Oui, oui. Donc je vais d'abord dire que c'est inférieur. Donc D puissance K, ça va être P delta puissance K, P moins 1. Oui, oui. Donc je vais dire que c'est norme de P fois norme de P moins 1 fois norme de D puissance K. Donc ça va être une constante. Ça va être une constante qui dépend que de P. Là, ce que je disais justement, on va avoir la norme triple. La norme subordonnée, ça va être inférieur à une constante fois la norme dk puissance 1, sauf que de delta, pardon, du coup. C'est pour ça qu'on veut la diagonaliser. Et la norme de delta puissance K, c'est le max des modules des valeurs propres. Pourquoi c'est vrai ça? Parce que dans ma norme 1, norme 1, je peux effacer? Oui, oui. Ah, parce que t'es parti sur la norme 1. Voilà, j'ai pris la norme 1. Parce que t'as oui, oui, si t'as pris la norme 1, oui. Ou la norme infinie, même, on peut prendre. On peut prendre la norme infinie, ça marche aussi. Oui, c'est parce que t'as pris la norme 1 et donc ça marche. Oui. Ok. Ah oui, c'était pas évident quand même. Ouais, c'était pas hyper clair au premier coup d'œil quand même. Hein. Ouais, d'accord. Ok, je vois. Et du coup, pourquoi U puissance K est borné? Parce qu'il s'écrit comme un produit de deux matrices bornées. Oui. Et donc. Et encore une fois, on utilise que la norme subordonnée est une norme variable. Oui. À ce propos, tu vois, quand tu écris GLN2C muni de la norme, en fait, c'est un espace vectoriel qui est muni d'une norme, en toute logique. Ah oui, j'ai écrit. L'espace, c'est MN2C, d'accord? Donc juste, c'est pas non plus un truc complètement dramatique, mais c'est juste un détail. Alors il y a ce truc. Oui, donc t'es passé assez rapidement sur le fait que IN, N2, tout ça c'est libre
parce que, donc, est-ce qu'on peut passer un petit peu juste une explication de ça? Je peux effacer Non, non, ça. non, mais c'est bon, tu peux le dire oralement. Ah, à l'oral? Bah, à l'oral, si je l'écris comme une combinaison linéaire, si j'écris une combinaison linéaire donc de I, N et jusqu'à N, R-1, Oui, oui. en fait, on va le voir comme un polynôme en N de degré inférieur ou égal à R-1. Donc, si c'est un polynôme, ça qui va, quand je prends une combinaison qui Oui, oui. annule ça, ça va être un polynôme annulateur Mhm. N. D'accord. Or, qui est de degré R-1 et le polynôme minimal c'est de degré R. Donc le polynôme est nul. C'est nécessairement 0. Ok, nickel. Et donc, voilà, voilà, bon, on c'est complète en une base, et puis on associe à cette base Une la norme, infinie une norme qui va infinie. être- Ça marche assez bien. Ok, puis après, pourquoi, donc, est-ce qu'on peut revenir sur le module de lambda moins 1 est strictement inférieur à racine de 3? Ouais. C'était un petit peu Je rapide, suis- mais bon, normal, hein, fallait terminer dans les temps. Où est-ce que voilà, je vais l'écrire là. Non, 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 mais si tu t'as tout écrit, en fait, j'ai l'impression. Oui, en fait, voilà. C'est la propriété que j'utilise ici, en cadran rouge encore. C'est que là, lambda moins 1, c'est une valeur propre de m moins identité. Oui, oui. Donc, module de lambda moins 1, ça va être plus petit que la norme subordonnée de m moins identité. Parce que M est dans la boule. Et voilà, et m est Oui. dans la boule. Oui. C'est écrit C'est au là. niveau du théorème. Ouais, ouais, Voilà. c'est ça. C'est parce que M est dans la boule, M et est donc, dans la boule. c'est ce qui fait qu'on a ça. Et donc, oui, la valeur propre, c'est ça. Puis après, c'est clair. Alors maintenant, est-ce que tu peux me donner d'autres sous-groupes de GLN2C avec des bornes un petit peu plus grandes que racine de 3? Oui, parce que tu as donné un exemple avec Z sur 3Z, finalement, qui s'injecte dans GLN2C. Est-ce que si on avait pris... qu'est-ce qui se serait passé si on avait pris Z sur 4Z? Donc les racines... Je vais effacer. Quatrième de l'unité. Non, mais tu peux, ouais, tu peux effacer et puis faire faire juste un dessin avec le cercle, pareil. Qu'est-ce qu'on aurait eu comme borne, a priori? Donc les racines quatrième, Ouais. ça va nous donner, un carré. Oui. Et donc une borne Ça va être imaginée racine de 2. par racine de 2, non? Parce que tu as moins 1 maintenant dedans. Ah oui, non, donc j'ai 2. 2. 2, là ça va être 2 pour cette danse. Ça peut pas être racine de 2. Et non, ouais, sinon, Tu viens de le démontrer. Parce que racine de 2, il est plus petit que racine de 3. Donc, Ouais. tu viens de démontrer que ça pouvait pas être racine de 2. Bon. Donc, c'est 2. Voilà. Maintenant, si tu prends les racines cinquièmes de l'unité, donc tu prends tu prends, tu prends des matrices, ouais. Là, qu'est-ce qu'on va avoir, bon, là, quelque chose d'un peu meilleur que 2. D'accord? Moins bon que racine de 3, comme borne, mais meilleur que 2. Hein, on le voit par le plus grand, ce qu'on voit, voilà. Entre ça, voilà, exactement. On peut dessiner peut-être la longueur, bon, qu'on va pas calculer, hein, mais on voit bien que c'est c'est moins optimal que racine de 3, mais c'est plus optimal que 2. Mais est-ce que tu vois maintenant... Alors, donc, du coup, on va avoir des tas de bornes possibles entre racine de 3 et 2. Mais après 2, qu'est-ce qui se passe après 2? Est-ce que tu peux imaginer? Non. En fait, ton groupe, d'accord, il est borné. Donc, si on prend l'adhérence de ton groupe, qu'est-ce qu'il a comme propriété topologique? On souffle? Non? C'est un compact. Ah, bah oui, c'est un compact. Ok. Et on sait des choses sur les sous-groupes compacts de GLN2C? C'est les matrices unitaires. Unitarisables, c'est-à-dire quitte à changer de base, Voilà. quitte à changer de base, on change, on conjugue. C'est conjugué. Alors ça, c'est un théorème qu'on sait des fois à la grecque ou qu'on ne sait pas, c'est pas au programme, mais en tout cas, tous les sous-groupes compacts peuvent à changement de base près, s'injecter dans UN. Et donc la borne va être bien 2.
Au-delà de 2, on n'aura rien d'intéressant qui va arriver. Oui, alors il y a une question de Julien là. Vas-y. Oui, qu'est-ce qu'on peut dire sur Dunford multiplicatif par rapport à Dunford classique, additif? Exactement. Ouais, bah, je vais effacer là. En fait, donc Dunford additif, c'est m égale d plus n. Donc, bah, encore une fois, d est diagonalisable, n nilpotent, et dn égale nd. Et quand je dis, c'est... où est-ce que je l'avais écrit? Là. M égale du. En fait, c'est... là, je suis dans GLN de C. Alors là, on passe par GLN de C. Donc, D est dans GLN de C. Donc, je vais factoriser. Pour des raisons de... Pardon? Pour quelle raison D est dans GLN de C? Parce que il a le même spectre que M. Même spectre, voilà. Caractérisation de l'inversibilité par le spectre. Et donc, je vais pouvoir factoriser par D, ce qui va me donner identité plus D-1 fois N. Et je vais encore avoir, donc c'est lui que je vais appeler U. Et D reste D. Et voilà, le reste, c'est exactement ce que j'ai écrit là-bas. Donc, D diagonalisable, c'est le même. U est bien unipotent, oui. Identité plus unipotente, hein. On multiplie par D-1, ça ne change pas le caractère nilpotente, parce que on a Dn égale Nd, et on a toujours la commutativité de D et U, parce que Dn commute. Nickel. C'est bon. Nicolas, t'as pas de questions? Ok. Bon, eh ben, qu'est-ce que c'est écrit en grec là? Ah, c'était ma classe, MPSI. Ah d'accord, c'est pas Matisse. Non. Ok, à la prochaine fois, ouais.